Quiconque me regarde aujourd'hui ne voit qu'une vieille femme frêle, aux cheveux blancs comme la neige, un sourire ridé qui semble porter le poids des années. Mais derrière ce visage marqué par le temps se cache une enfant dont l'innocence a été arrachée, piétinée par ceux qui auraient dû la chérir. Je m'appelle Ellen Carter, ou plutôt, tout le monde me connaît comme Mamie Ellen, et à 87 ans, je porte en moi une histoire qui brûle encore comme une plaie ouverte, une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de résilience. Si mon récit vous touche, si vous ressentez ne serait-ce qu'une étincelle de ce que j'ai vécu, je vous en prie, laissez un j'aime et un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous êtes avec moi, que vous entendez ma voix. Votre soutien est comme une étreinte virtuelle, un souffle qui me donne la force de continuer à partager cette vérité brute. Alors, suivez-moi dans ce voyage, dans les ruelles poussiéreuses d'Oak Ridge, en Géorgie, où le soleil peignait d'étoiles orangées dans le ciel, mais où l'obscurité s'infiltrait derrière les portes closes. Prête à dévorer une petite fille pleine de rêves, je suis née à Oak Ridge, un village rural où le temps semblait s'écouler au rythme des saisons, où les montagnes s'éveillaient doucement sous les premiers rayons du soleil et où les maisons s'étendaient avec des jardins verdoyants, témoins silencieux des joies et des peines. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où les ragots circulaient aussi vite que le vent, mais où les secrets les plus sombres restaient enfouis derrière les murs des foyers. Notre maison, une bâtisse en bois usée par les années, se dressait un peu à l'écart, sur un chemin de terre qui se transformait en boue sous la pluie. Elle avait un porche où mon père, Thomas Carter, aimait s'asseoir après une longue journée de travail, une tasse de café fumant à la main, observant le monde avec une sérénité que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Mon père, oh, quel homme c'était! Thomas était jardinier, ses mains calleuses marquées par le labeur, mais dotées d'une douceur presque magique. Capable de faire fleurir les plantes les plus récalcitrantes, il parlait aux roses comme à des amis, et elles semblaient l'écouter, s'épanouissant sous son toucher comme par miracle. « Hélène, ma petite aide spéciale », disait-il avec fierté lorsqu'on lui demandait pourquoi je l'accompagnais partout. À 9 ans, j'avais appris à distinguer une pivoine d'un dahlia, à savoir quand planter, combien d'eau donner, combien de soleil offrir. Les plantes, c'est comme les gens, ma fille, me disait-il, ses yeux pétillants d'une sagesse simple. Chacune a besoin d'un soin différent pour grandir forte. Ma mère, Clara, était une toute autre histoire. Aussi loin que je me souvienne, elle avait ce que mon père appelait ses mauvais jours. Des jours où elle restait clouée au lit, pleurant sans raison apparente, ou brisant des assiettes dans des accès de rage contre des murs muets. « Ta mère est malade dans sa tête, Hélène », m'expliquait mon père avec une patience infinie. « Mais ce n'est pas sa faute, et nous devons être patients. » Et il l'était. Mon Dieu, comme il l'était. Sur ses bons jours, rares mais précieux. Clara me coiffait, tressait mes cheveux avec soin, préparait une tarte à la citrouille dont l'odeur emplissait la maison d'une chaleur réconfortante, mais ces moments s'espaçaient, comme des étoiles s'éteignant une à une dans un ciel d'orage. Le plus souvent, elle restait silencieuse, le regard vide, ou s'irritait pour des broutilles, me reprochant des fautes imaginaires. Parfois, elle prenait l'argent que mon père cachait sous le matelas. Cet argent durement gagné qu'il économisait pour m'envoyer dans une meilleure école, dans la ville voisine. Pourquoi cette gamine a-t-elle besoin d'autant d'écoles, lançait-elle. Amère, elle finira comme moi, à tenir une maison. Mon père baissait la tête, repartait travailler plus longtemps, sans un mot de reproche, pour tout recommencer. Mais il y avait pire, bien pire, dans notre petit univers. Madame Lila, notre voisine, une femme au visage pincé et à la langue venimeuse, semblait prendre un plaisir cruel à répandre des rumeurs sur ma mère. Clara Carter, cette folle, elle fait honte à Oak Ridge, disait-elle à qui voulait l'entendre. Ces mots comme des lames tranchantes.
Un jour, alors que je pleurais dans la cour après une dispute avec Clara, Lila m'a vue et, au lieu de m'offrir du réconfort, elle a ricané « Pauvre petite, avec une mère pareille, tu finiras aussi dérangée qu'elle. » Ces paroles, crachées avec mépris, m'ont transpercée, me faisant sentir plus seule encore, comme si le monde entier me rejetait à cause de ma mère. Cette cruauté gratuite, cette façon dont Lila transformait ma douleur en spectacle, me mettait dans une rage silencieuse, une colère qui bouillonnait dans ma poitrine d'enfant, incapable de se défendre. Mon père, lui, était mon refuge, mon étoile dans la nuit. Il me portait sur son dos lorsque les chemins étaient trop longs pour mes petites jambes, inventait des histoires avant de me coucher, m'apprenait à reconnaître les oiseaux par leur chant. Un jour, ma fille, tu voleras loin, plus loin que je ne l'ai jamais faite, me promettait-il. Son regard brillant d'espoir. Les dimanches étaient nos jours sacrés. Nous nous levions tôt pour aller pêcher au ruisseau qui donnait son nom à Oak Ridge. Assis côte à côte, les pieds dans l'eau fraîche, partageant un morceau de pain beurré enveloppé dans un torchon. Ces moments étaient magiques, comme si le monde entier s'arrêtait pour nous laisser être heureux. Quand il pleuvait fort et que j'avais peur du tonnerre, il m'apprenait à compter les secondes entre l'éclair et le bruit, transformant ma peur en jeu. Chaque seconde, c'est 1 kilomètre que l'orage est loin de nous, expliquait-il, et je riais, oubliant ma terreur. Quand je tombais et m'écorchais le genou, il soufflait 3 fois sur la plaie, prétendant que son souffle avait des pouvoirs guérisseurs, et je jure que la douleur s'envolait. « Ellen », disait-il toujours avec une tendresse qui résonne encore dans mon cœur, « promets à ton père de ne jamais perdre cet éclat dans tes yeux. Cette façon de voir la beauté en tout, j'ai promis, sans savoir à quel point cette promesse serait difficile à tenir. Mon père n'était pas un homme instruit, il savait à peine écrire son nom, mais il avait une sagesse que les livres ne pouvaient enseigner. Il connaissait les cycles de la lune, prédisait la pluie rien qu'en regardant le ciel, comprenait le langage silencieux des plantes, tout dans la vie à son temps. Ma fille, me disait-il, ça ne sert à rien de presser ce qui doit mûrir lentement. J'étais fille unique, fruit d'un mariage qui, comme je l'ai compris plus tard, n'avait jamais été vraiment heureux. Clara s'était mariée parce qu'elle était enceinte. Thomas, par devoir, il essayait. Mon Dieu, comme il essayait de faire fonctionner leur union, il lui apportait des fleurs, même s'il savait qu'elles finiraient à la poubelle. Il lui parlait avec la patience d'un saint, même quand elle le traitait comme s'il valait moins qu'un chien. « Ton père est un faible », me lançait-elle quand nous étions seuls. Un homme sans courage, incapable de quitter ce trou pour chercher mieux. Je ne comprenais pas comment elle pouvait parler ainsi de celui qui travaillait du lever au coucher du soleil pour que nous ne manquions de rien. À l'école, je n'avais pas beaucoup d'amis. Les autres enfants trouvaient ma mère étrange, disaient qu'elle était folle, et ils m'évitaient, comme si j'étais contaminée par sa maladie. Mais mon père ne me laissait jamais me sentir seule. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ellen, m'expliquait-il un jour, où je rentrais en pleurs parce que personne ne voulait jouer avec moi. Mais un jour, ils verront à quel point tu es spéciale. Il essuyait mes larmes avec ses mains rugueuses, puis m'emmenait aider dans le jardin de Madame Béatrice, une veuve sans enfant qui vivait dans une grande maison au bout de la rue. Béatrice traitait mon père avec un respect rare pour un simple jardinier à l'époque. « Monsieur Thomas, vous n'êtes pas un jardinier, vous êtes un artiste, » disait-elle. Et les yeux de mon père brillaient comme des étoiles. Il passait des heures dans son jardin, parlant aux plantes comme à des personnes, et elle répondait en poussant plus belle que partout ailleurs. Béatrice m'aimait aussi beaucoup. Elle m'offrait un verre de lait et des biscuits à la cannelle qu'elle faisait elle-même. S'asseyait avec moi sur son porche et me montrait des livres aux images colorées, m'apprenait de nouveaux mots, me racontait des histoires de sa jeunesse. Quand elle voyageait dans des lieux dont je n'avais jamais entendu parler, « Cette petite a une lumière particulière, Monsieur Thomas », disait-elle à mon père, qui souriait avec cette fierté propre aux parents aimants. Mais cette lumière,
Cette innocence allait bientôt être éteinte. Un matin, alors que le ciel était plus bleu que d'habitude, que les cigales chantaient comme pour un concert et qu'un parfum de jasmin flottait dans l'air. Mon père partit au travail comme chaque jour. Avant de franchir la porte, il se retourna, me regarda avec un sourire étrange, comme s'il portait tous les secrets du monde. « Prends soin de ta mère. Hélène, dit-il, sa voix douce mais lourde, et n'oublie jamais combien ton père t'aime. » J'ai agité la main, insouciante, sans savoir que ces mots seraient les derniers qu'il me dirait. Gravés à jamais dans ma mémoire, comme un trésor précieux que je chérirais dans les moments les plus sombres. Ce jour-là, tout bascula. Le soleil déclinait, peignant le ciel d'un orange éclatant. Quand on frappa à notre porte, j'étais dans la cuisine, essayant de préparer une bouillie de maïs comme mon père l'aimait, espérant le surprendre à son retour. Ma mère était alitée, plongée dans un de ses mauvais jours. En ouvrant la porte, je vis M. Jules, un homme qui travaillait avec mon père dans les jardins des grandes maisons. Il était silencieux d'ordinaire, mais ce jour-là, il semblait incapable de parler, triturant son chapeau entre ses doigts, comme s'il voulait le déchirer. « Il est arrivé quelque chose à ton père, petite, » finit-il par dire, la voix brisée. Je n'ai pas compris tout de suite. Je pensais qu'il s'était tordu la cheville, qu'il s'était blessé, mais quand j'ai vu ses yeux pleins de larmes, j'ai su que c'était grave. Son cœur s'est arrêté. Hélène, ça a été rapide. Il n'a pas souffert. Un infarctus massif, avait dit le médecin. Ces mots entraient dans mes oreilles, mais n'avaient aucun sens. Comment mon père, si plein de vie, pouvait-il être mort, lui qui, ce matin encore, m'avait embrassé sur le front, promettant une surprise. Mes jambes se dérobèrent. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. J'appelai ma mère, mais elle ne répondit pas. Je dus aller la tirer du lit. « Maman, Monsieur Jules est là, c'est à propos de papa. » Elle ouvrit des yeux irrités, traîna les pieds jusqu'au salon, son peignoir usé noué à la hâte. Quand Jules lui annonça la nouvelle, je m'attendais à ce qu'elle s'effondre, qu'elle hurle, qu'elle pleure. Mais elle resta immobile, son visage indéchiffrable, ni tristesse ni choc, comme si elle calculait quelque chose de complexe. « Où est-ce le corps ?» demanda-t-elle d'une voix froide qui me donna des frissons. « Chez Madame Marlène. Le médecin est encore là. Ils le ramèneront bientôt. » Elle hocha la tête, comme si on lui parlait de la météo, puis ferma la porte au nez de Jules. Je restais au milieu du salon, les larmes coulant, sans que je m'en rende compte. Mon père était mort, mon héros, mon protecteur, mon meilleur ami. Comment vivre sans lui? Qui m'emmènerait pêcher le dimanche, qui m'apprendrait le nom des plantes, qui me défendrait quand ma mère serait dans ses mauvais jours. « Arrête de pleurnicher, petite », lança Clara, me regardant avec mépris. « Ton père ne reviendra pas, il faut être forte maintenant. » Cette nuit-là, ils ramenèrent le corps de mon père pour la veiller, comme le voulait la coutume. On l'installa dans le salon, dans un cercueil simple, un chapelet entre ses mains croisées. Il semblait dormir, mais son visage n'avait plus cette étincelle qui m'enchantait. Il était pâle, figé, comme une statue de cire qui ne lui ressemblait qu'à peine. Les gens du village affluèrent de voisins, connaissances, même des inconnus. Ils apportaient du café, du pain, des prières, racontèrent des histoires sur mon père. Thomas était un homme bon, disait-il, travailleur, honnête, toujours prêt à aider. Madame Béatrice fut parmi les premiers à arriver. Elle m'enlaça sans un mot, me serrant contre elle tandis que je pleurais. Cette étreinte sincère fut mon seul réconfort cette nuit-là. Puis elle s'approcha de ma mère, qui restait silencieuse dans un coin, comme étrangère à la scène. « Clara, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, » murmura Béatrice. Ma mère hocha la tête sans lever les yeux, comme si la veillée ne la concernait pas. Je passais la nuit entière près du cercueil de mon père, incapable de m'éloigner, comme si ma présence pouvait le ramener. On me disait de me reposer, mais je refusais. C'était ma dernière nuit avec lui. Je ne voulais pas perdre une seconde. Par moments, je touchais sa main, si froide, si différente de celle qui m'avait toujours donné de la sécurité.
Je ne pouvais croire qu'il était parti ainsi, sans prévenir. Le lendemain, on l'emmena au cimetière, sous un cornouiller en pleine floraison. Ironie cruelle pour un homme qui aimait tant les fleurs. Le prêtre prononça quelques mots. On jeta des fleurs sur le cercueil. Puis la terre commença à tomber. Chaque pelletée ensevelissant un morceau de mon cœur. Quand nous rentrâmes, le silence de la maison était assourdissant. Les gens partis. Il ne restait que ma mère et moi, dans un vide qui semblait sans fin. Les 2 semaines suivantes furent comme un brouillard. Je me traînais dans la maison, sans appétit, sans envie de vivre. Ma mère parlait à peine, passant ses journées enfermée dans sa chambre ou assise sur le porche, le regard perdu. Les voisins apportaient de la nourriture, demandaient si nous avions besoin d'aide, mais repartaient vite, mal à l'aise face à l'atmosphère pesante. Madame Lila, fidèle à sa cruauté, passait parfois devant chez nous, lançant des regards méprisants. Un jour, elle s'arrêta et, voyant mon visage marqué par les larmes, elle ricana. « Alors, petite, tu pleures encore ton père, ça ne le ramènera pas. Et avec une mère comme la tienne, tu ferais mieux de t'endurcir. » Ces mots étaient comme un coup de poignard, rallumant cette colère qui brûlait en moi. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle transformer ma douleur en moquerie, comme si j'étais un spectacle pour son amusement? Ce fut à la 3e semaine que tout changea. J'étais dans la cour, regardant les plantes que mon père avait soignées avec tant d'amour, maintenant flétries par le manque de soins. Ma mère apparut à la porte, différente. Il y avait une énergie étrange en elle, un éclat dans ses yeux que je n'avais jamais vu. « Viens ici, Hélène », appela-t-elle d'une voix faussement douce, qui sonnait comme un piège. J'obéis, la poitrine serrée par cette appréhension familière. Dans le salon, je vis qu'elle avait entassé toutes les affaires de mon père dans une grande boîte ses vêtements, son chapeau de travail, même le petit carnet où il notait ses observations sur les plantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. La peur montant en moi. « Je nettoie la maison. On n'a plus besoin de ces vieilleries. » répondit-elle, comme si elle parlait de déchets et non des souvenirs de mon père. « Mais maman, ce sont les affaires de papa, » protestai-je, les larmes aux yeux. Elle se tourna vers moi, et dans ses yeux, je vis une haine viscérale, une rage qui me glaça le sang. « Assez !» hurla-t-elle, laissant tomber la boîte avec un bruit sourd. « Ton père était un faible, un bon à rien qui n'a même pas su nous laisser de quoi vivre après sa mort. Maintenant, c'est moi qui dois porter le fardeau de t'élever seul. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mais ce qui suivit fut pire. Elle ramassa un objet de la boîte, un médaillon que mon père m'avait offert pour mes 7 ans, une petite chose en argent gravée d'une rose, qu'il avait achetée avec ses maigres économies. « Ça, par exemple, ça peut encore servir, » dit-elle avec un sourire cruel, en le glissant dans sa poche. « Non, maman, je t'en supplie, rende-le-moi, » criai-je. Me jetant vers elle, elle me repoussa violemment, et avant que je puisse réagir, elle me gifla si fort que je tombai à terre, la joue brûlante. « Ne me dis pas ce que je peux faire, petite ingrate, » rugit-elle, ses yeux injectés de sang. « Ce médaillon va payer mes bouteilles. Et tu vas apprendre à te taire. » Elle sortit, emportant le médaillon, riant alors que je sanglotais, effondrée sur le sol. Ce rire, ce mépris pour mon chagrin, cette trahison de voler le dernier lien tangible avec mon père, alluma en moi une colère si intense que j'en tremblais. Comment une mère pouvait-elle être si cruelle, si indifférente à la douleur de son propre enfant? Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, je pleurais jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Je pleurais pour mon père, pour son absence qui me déchirait. Je pleurais pour la mère que je n'avais jamais eue, pour la famille brisée à jamais, et je pleurais pour moi, une fillette de 9 ans, seule face à un monde qui semblait déterminé à m'écraser. Les jours suivants, Clara devint un monstre à part entière. Ses cris devinrent constants, ses gifles fréquentes. Pour un rien, une assiette mal lavée, un regard de travers, ou simplement parce que je prononçais le nom de mon père. « Ton père n'est plus là pour te gâter », hurlait-elle,
me secouant si fort que mes dents claquaient. Un soir, elle rentra en titubant, puant l'alcool, une odeur que je n'avais jamais sentie dans notre maison du vivant de mon père. Elle riait seule, marmonnant des paroles incohérentes, jusqu'à ce qu'elle me voie, assise à la table, essayant de faire mes devoirs. « Regarde-toi », dit-elle, saisissant mon menton avec force, m'obligeant à lever les yeux, ses yeux, exactement comme ceux de ton père. Tu penses que je ne sais pas qu'il t'aimait plus que moi, qu'il préférait trimer pour te payer une école plutôt que de me donner une vie meilleure. Je tentais de me libérer, mais elle serra plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. J'étais belle, tu sais. J'aurais pu épouser n'importe qui, partir d'ici, mais je suis restée coincée avec un idiot et une gamine qui ne m'apportent que des ennuis. Sa colère était un poison, suffoquant l'air autour de moi. Je courus dans ma chambre, verrouillai la porte, écoutant ses coups contre le bois, ses crises me promettant des châtiments si j'osais lui désobéir. C'est alors que le pire arriva. Un soir, Clara rentra avec un homme que je n'avais jamais vu. Un certain Monsieur Vance, grand, maigre, avec un regard qui me donna des frissons dès qu'il se posa sur moi. « Voici ma fille, Hélène », dit-elle, me présentant comme un objet à vendre. « Dis bonjour à Monsieur Vance. Il va rester avec nous un moment. » Je murmurai un « bonjour » à peine audible, baissant les yeux, sentant son regard me scruter comme un prédateur. « Le plaisir est pour moi, Hélène, » répondit-il, sa voix glissante comme celle d'un serpent. Cette nuit-là, les cris furent pires que jamais. Venant non seulement de ma mère, mais aussi de cet homme, j'entendis des meubles traîner, du verre se briser, des rires étranges, puis un silence lourd, oppressant, qui me terrifia encore plus. Au milieu de la nuit, la porte de ma chambre s'ouvrit lentement. Je fis semblant de dormir, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'on l'entendait. L'odeur d'alcool et de tabac me parvint avant que je sente une main lourde sur ma bouche. « Chut !» murmura la voix de Vance. « On ne veut pas réveiller ta mère, n'est-ce pas ?» Ce qui suivit fut un cauchemar que mon esprit, pour me protéger, a partiellement effacé. La douleur, la peur paralysante, les larmes qui coulaient, tandis que je fixais un bout de ciel étoilé par la fenêtre, pensant à mon père, à comment il m'aurait protégé s'il était encore là. Quand ce fut fini, il partit en silence, me laissant briser, recroquevillé sous les draps, pleurant jusqu'à ce que mon corps s'engourdisse. Le lendemain, ma mère ne sembla rien remarquer. Elle riait avec Vance dans la cuisine, préparant un petit déjeuner qui sentait meilleur que tout ce qu'elle avait fait depuis des mois. « Viens manger, Hélène », appela-t-elle, comme si c'était un jour normal, comme si elle n'avait pas livré sa propre fille à un monstre. Je m'assis, les yeux baissés, incapable de les regarder. Le regard de Vance, ce même regard prédateur, me donnait la nausée. « Aujourd'hui, tu vas nettoyer toute la maison », annonça Clara avec un enthousiasme fin. « Monsieur Vance aime une maison bien rangée, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, passant la main dans ses cheveux gras. « Oui, Clara, et j'aime aussi une fille qui sait obéir. » Ces mots, lourds de sous-entendus, me glacèrent. À seulement 9 ans, je compris que ce cauchemar n'était pas un incident isolé, mais le début de quelque chose de bien pire. La rage montait en moi, une colère brûlante contre ma mère, contre Vance, contre Lila et ses moqueries, contre ce monde qui semblait me condamner à souffrir. Comment une mère pouvait-elle trahir ainsi son enfant? Comment pouvait-elle fermer les yeux sur une telle horreur, ce jour-là? Tandis que je frottais le sol, les mains tremblantes, je jurais de trouver un moyen de m'échapper, de fuir cet enfer, même si cela signifiait tout abandonner. Les jours qui suivirent l'arrivée de Monsieur Vance dans notre maison furent une plongée dans un abîme d'horreur dont je ne soupçonnais même pas l'existence à 9 ans. La douleur physique des nuits où il s'introduisait dans ma chambre, son souffle lourd empestant l'alcool et le tabac, n'était rien comparé à la trahison de ma mère, Clara, qui non seulement fermait les yeux, mais semblait encourager ce monstre. Chaque matin, je me réveillais avec un poids dans la poitrine, un mélange de peur, de honte
et d'une colère grandissante, une rage qui bouillonnait en moi comme un feu prêt à tout consumer. Comment une mère pouvait-elle regarder sa propre fille souffrir ainsi, sans un mot, sans un geste pour la protéger? Comment pouvait-elle rire avec cet homme, partager son pain, alors que j'étais brisée, pièce par pièce, sous son propre toit? La maison, autrefois, un refuge où résonnaient les rires de mon père, Thomas, était devenu une prison, ses murs suintant de désespoir. Clara avait changé. Ou peut-être révélait-elle enfin son vrai visage, une femme consumée par ses démons, prête à sacrifier son enfant pour quelques gorgées d'alcool ou une vague promesse d'une vie meilleure. Et pourtant, au fond de moi, une étincelle de révolte s'allumait, alimentée par le souvenir de mon père, par ses mots doux, par sa promesse que je serais plus forte que les tempêtes. Je savais que je devais m'échapper, coûte que coûte, mais chaque pas vers la liberté semblait semé d'embûches, et chaque jour apportait une nouvelle blessure, physique ou morale, qui attisait ma fureur. Clara avait pris l'habitude de m'enfermer dans la maison lorsqu'elle sortait, prétextant que c'était pour ma sécurité, pour m'empêcher de faire des bêtises. Mais je savais la vérité, elle voulait cacher les marques sur mon corps, les bleus sur mes bras où elle me secouait avec une violence croissante, la lèvre fendue des fois où sa main s'abattait sur mon visage pour un rien. Elle disait aux voisins que j'étais malade, que j'avais besoin de repos, mais en réalité, elle craignait que je parle, que je révèle l'enfer qu'elle m'imposait. Personne ne te croira, me menaçait-elle, ses yeux brillants d'une lueur froide, presque inhumaine. Ils diront que tu es une menteuse, une gamine ingrate qui veut salir sa propre mère. Et je la croyais, car à Oak Ridge, frapper un enfant était vu comme une part normale de l'éducation. Et qui écouterait une fillette contre la parole d'un adulte? Cette impuissance, cette sensation d'être piégée, alimentait une colère si profonde qu'elle me donnait presque la nausée. Je voulais hurler, frapper, détruire quelque chose pour évacuer cette rage, mais je n'avais que mes larmes, que je versais en silence, la nuit, quand Clara s'effondrait après avoir bu jusqu'à l'oubli. Un nouvel élément vint ajouter à ma souffrance, Tommy. Un garçon de mon école, maigre et timide, avec des lunettes trop grandes pour son visage. Tommy était différent des autres enfants, qui m'évitaient à cause des rumeurs sur ma mère. Lui, il me parlait, me glissait des bonbons en cachette, me demandait comment j'allais avec une sincérité qui me touchait. Un jour, alors que je traînais dans la cour, cachant un bleu sous ma manche, il s'approcha, hésitant. « Hélène, j'ai entendu des choses. Ce qui se passe chez toi, c'est pas normal. » Sa voix tremblait, mais il y avait une détermination dans ses yeux. « Si tu veux, je peux parler à mon père, il connaît le shérif. » Mon cœur s'emballa. L'idée qu'on puisse m'aider, que quelqu'un puisse voir ma douleur, était à la fois terrifiante et pleine d'espoir. Mais cet espoir fut vite écrasé. Le lendemain, Tommy arriva à l'école avec un œil au beurre noir et une lèvre enflée. « Mon père m'a dit de me mêler de mes affaires, » murmura-t-il, honteux, évitant mon regard. Son père, un homme brutal connu pour ses colères, l'avait battu pour avoir osé parler de moi. Cette injustice, cette violence contre un garçon qui n'avait fait que vouloir m'aider, me mit dans une rage indescriptible. Pourquoi le monde était-il ainsi? Pourquoi les gens bons, comme Tommy, comme mon père, devaient-ils souffrir? Tandis que des monstres comme Clara et Vance prospéraient, je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes, jurant intérieurement que je ne laisserais pas cet enfer me détruire. Les abus de Vance devinrent une routine cauchemardesque. Chaque nuit, je redoutais le grincement de la porte de ma chambre, son ombre se découpant dans l'obscurité. Clara, loin de me protéger, semblait y trouver une sorte de satisfaction perverse, comme si me voir souffrir apaisait sa propre douleur. Un incident, en particulier, fit monter ma colère à un niveau que je n'avais jamais connu. Un soir, Clara m'ordonna de servir le dîner à Vance, comme si j'étais une domestique dans ma propre maison.
Mes mains tremblaient alors que je posais l'assiette devant lui, son regard vicieux me suivant comme une bête traquant sa proie. Dans ma nervosité, je renversai un peu de sauce sur la table, avant que je puisse m'excuser. Clara se leva d'un bond et me gifla si fort que je tombai à terre, ma joue brûlant comme du feu. « Espèce de maladroite » cria-t-elle, devant Vance qui riait, un rictus cruel sur les lèvres. « Tu fais exprès, pour me mettre dans l'embarras. Tu veux provoquer Monsieur Vance. » Ces mots, cette accusation absurde, cette humiliation publique devant cet homme qui me faisait déjà tant de mal, me firent bouillir de rage. Je voulais hurler, la frapper en retour, lui dire qu'elle n'était plus ma mère, qu'elle était un monstre. Mais je me tusse, ravalant ma colère, car je savais qu'un éclat ne ferait qu'empirer les choses. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, je pleurais non pas de tristesse, mais de fureur, jurant que je m'échapperais, que je ne serais plus leur victime. Je commençais à planifier ma fuite, chaque nuit. Quand Clara et Vance s'effondraient sous l'effet de l'alcool, je rassemblais des provisions, un bout de pain, une pomme volée dans la cuisine, quelques pièces trouvées dans une boîte à biscuits que Clara utilisait pour financer ses vices. J'avais repéré un chemin que mon père m'avait montré autrefois. Traversant le pâturage de M. Gérard jusqu'à la route principale, avec de la chance, je pourrais faire du stop jusqu'à la ville voisine, où vivait ma tante Louise, la sœur de mon père, que je connaissais à peine, mais qui était ma seule lueur d'espoir. Je cachais mes affaires sous le plancher de ma chambre, avec les derniers souvenirs de mon père que j'avais sauvé un mouchoir qui portait encore son odeur, une petite lame qu'il utilisait pour tailler les plantes, une photo jaunie de nous deux lors de mon baptême. Ces objets étaient ma bouée, mon lien avec lui, ma raison de ne pas abandonner. Mais Clara semblait sentir que je tramais quelque chose. Un après-midi, alors que je rangeais la cuisine, elle entra avec un air suspicieux, fouillant mes affaires. « Qu'est-ce que tu caches, hein ?» lança-t-elle, ses yeux plissés comme ceux d'un prédateur. Avant que je puisse répondre, elle trouva mon petit sac sous le lit. Avec un sourire cruel, elle vida son contenu sur le sol. « Tu crois que tu peux partir comme ça ?» ricana-t-elle, ramassant le mouchoir de mon père. Elle le porta à son nez, puis, avec une lenteur délibérée, le déchira en deux. « Non !» criai-je, me jetant vers elle. Mais elle me repoussa, et Vance, qui venait d'entrer, attrapa mes bras, me maintenant immobile. « Laisse-la, Clara, elle doit apprendre, » dit-il. Son souffle chaud contre mon oreille. Ce qui suivit fut une scène qui me hante encore. Clara prit mes précieux souvenirs, le mouchoir, la lame, la photo, et les jeta dans l'âtre de la cheminée, où un feu crépitait. « Regarde bien, Hélène, » dit-elle, allumant une allumette avec un plaisir sadique. « Ton père est mort, et ses vieilleries avec lui. » Les flammes dévorèrent mes trésors, réduisant en cendres le dernier lien tangible avec mon père. Je hurlais, me débattant contre Vance. Mais il me tenait fermement, riant doucement. Cette destruction gratuite, ce plaisir qu'il prenait à me voir souffrir, fit exploser ma rage. Je ne pleurais plus, je bouillais. Ma colère si intense que je sentais mon cœur prêt à éclater. Comment osait-il? Comment pouvait-il profaner ainsi l'amour de mon père, ma seule source de lumière dans cet enfer? Ce soir-là, je décidai que je ne pouvais plus attendre. J'avais prévu de m'enfuir un dimanche, quand Clara buvait plus et dormait profondément. Mais après cette humiliation, je savais que chaque seconde passée dans cette maison était une seconde de trop. Je rassemblais ce qui restait de mes affaires, quelques vêtements, un quignon de pain, et attendis la nuit. Mais le sort en décida autrement. Clara et Vance rentrèrent plus tôt que prévu, accompagnés d'un autre homme, un inconnu aux yeux froids qui me dévisagea avec le même regard prédateur que Vance. « Voici Hélène » dit Clara, sa voix mielleuse cachant une menace. « Elle sait se rendre utile, n'est-ce pas, ma chérie ?» Mon sang se glaça. Je compris que cet homme n'était pas là par hasard, que Clara,
dans sa quête désespérée d'argent ou de faveur, était prête à me livrer à un autre monstre. La rage qui m'habitait devint une tempête. Je ne pouvais plus supporter cette trahison, cette indignité. Profitant d'un moment où ils étaient distraits, riant et buvant dans la cuisine, je courus vers ma chambre, attrapai mon balochon et sautai par la fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour. Je courus à travers la nuit, mes pieds s'enfonçant dans la terre molle, mon cœur battant à tout rompre. La peur et la colère se mêlaient en moi, me poussant à avancer, à mettre le plus de distance possible entre moi et cette maison maudite, mais je n'avais pas prévu que Clara me repérerait si vite. Alors que je traversais le pâturage de M. Gérard, j'entendis des cris derrière moi. « Hélène, reviens ici, sale gamine !» C'était Clara, sa voix stridente déchirant la nuit. Je me retournai et la vis. Courant après moi, Vance à ses côtés, leur silhouette menaçante sous la lune. La panique me submergea, mais ma colère était plus forte. Je ne pouvais pas retourner là-bas. Je ne pouvais pas les laisser me reprendre. Je courus plus vite, mes poumons brûlants, mes vieilles chaussures déchirant mes pieds, alors que je pensais leur échapper. Un autre coup du sort me frappa Madame Lila. La voisine cruelle était sur son porche, fumant une cigarette. Elle me vit, et au lieu de m'aider, elle cria « Clara, elle est là, ta petite fugueuse, attrape-la avant qu'elle ne fasse honte à tout le village. » Cette trahison, ce plaisir qu'elle prenait à me voir pourchasser, ralluma ma fureur. Pourquoi le monde entier semblait-il conspirer contre moi? Pourquoi personne, pas même une voisine, ne pouvait m'offrir un soupçon de compassion? À bout de force, guidée par un instinct désespéré, je courus jusqu'à la maison de Madame Béatrice, la veuve au grand cœur qui avait toujours été gentille avec moi et mon père. Je frappai à sa porte, mes poings tambourinant comme si ma vie en dépendait, et c'était le cas. Quand elle ouvrit, son visage s'emplit d'horreur en me voyant sale, essoufflée, les yeux vides de tant de pleurs. « Hélène, mon Dieu, que s'est-il passé ?» murmura-t-elle. M'attirant à l'intérieur, je m'effondrai dans ses bras, incapable de parler, mon corps secoué de sanglots. « Aidez-moi !» fut tout ce que je pus articuler avant que l'épuisement ne me submerge. Béatrice ferma la porte à clé, me serra contre elle, promettant que j'étais en sécurité. Mais même dans ses bras, la peur et la colère ne me quittaient pas. J'entendais encore la voix de Clara, hurlant dans la nuit, ses menaces résonnant dans ma tête. « Je te retrouverai, Hélène, et tu regretteras d'être née. » Kesmots, cette haine d'une mère envers sa propre fille, me firent bouillir de rage. Comment pouvait-elle? Comment une femme pouvait-elle tomber si bas, au point de vendre son enfant, de le briser, de le pourchasser comme une bête? Ce soir-là, Béatrice appela le shérif. Il arriva rapidement, un homme à la moustache épaisse et au regard sérieux, accompagné de 2 adjoints. Je dus tout raconter, chaque détail sordide, chaque gifle, chaque nuit où Vance avait profané mon innocence. Les mots sortaient difficilement, comme des éclats de verre, mais Béatrice tenait ma main, me donnant la force de continuer. Quand je parlais des abus, le shérif serra les mâchoires, ses yeux brillants de colère contenue. « On va chercher ta mère et cet homme, » promit-il, ajustant son chapeau. « Aucune enfant ne devrait vivre ça. » Petite. Quelques heures plus tard, ils trouvèrent Clara, titubant dans la rue, criant mon nom avec une fureur alcoolisée. Vance, lui, s'était volatilisé, probablement enfui dès qu'il avait senti le danger. Clara fut arrêtée, hurlant que j'étais une menteuse, que j'inventais tout pour la détruire, mais les marques sur mon corps, les bleus, les cicatrices, racontaient une vérité qu'elle ne pouvait nier. Quand le médecin du village m'examina et confirma les abus, il n'y eut plus de place pour ces mensonges. Elle fut emmenée, menottes au poignet, ses cris résonnant dans la nuit comme un chant de désespoir et de haine. Ce soir-là, dans la maison silencieuse de Béatrice, je m'effondrais sur un lit propre, entouré de rideaux de dentelle qui dansaient doucement sous la brise. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je me sentis en sécurité.
Mais la rage ne me quittait pas. Je pensais à Clara, à son indifférence, à sa cruauté. Je pensais à Vance, à son rire sadique, à ses mains qui m'avaient volé mon enfance. Je pensais à Lila, à sa langue venimeuse, à son plaisir à me voir souffrir. Et je pensais à Tommy, battu pour avoir voulu m'aider, victime d'un monde qui punissait les justes. Cette colère, cette injustice, me consumait, mais elle me donnait aussi une force nouvelle. J'avais échappé à l'enfer, mais je savais que la route serait encore longue. Dans l'obscurité, je serrais le poing, jurant que je ne laisserais jamais ces monstres gagner, que je deviendrais plus forte qu'eux tous, pour moi, pour mon père, pour l'enfant que j'avais été et qui méritait mieux. Dans la maison de Madame Béatrice, entourée de ses rideaux de dentelle et de l'odeur réconfortante des biscuits à la cannelle, je commençais à respirer à nouveau, mais la colère qui brûlait en moi ne s'éteignait pas. J'avais échappé à l'enfer de Clara et de Monsieur Vance, mais leurs ombres me poursuivaient, leurs voix résonnant dans mes cauchemars, leurs actes gravés dans ma chair comme des cicatrices indélébiles. À 9 ans, j'avais vu le pire de l'humanité, une mère qui m'avait trahi, un homme qui m'avait brisé, une voisine, Madame Lila, qui avait transformé ma douleur en spectacle, et un monde qui semblait fermer les yeux sur l'injustice. Pourtant, dans ce refuge qu'était la maison de Béatrice, une lueur d'espoir s'allumait. Fragile mais tenace, alimentée par sa bonté et par la promesse que j'avais faite à mon père. Thomas, de ne jamais perdre l'éclat dans mes yeux. Mais la rage. Cette rage profonde contre ceux qui m'avaient volé mon enfance, contre un système qui laissait des monstres comme Vance s'en tirer, contre une société qui jugeait les victimes plutôt que les bourreaux, continuait de bouillonner, me poussant à me battre, à prouver que je pouvais être plus forte que mes tourments. Béatrice devint ma sauveuse, ma lumière dans l'obscurité. Elle me prit sous son aile, non pas par obligation, mais par un amour sincère qui me désarmait. Elle demanda et obtint ma garde légale, un processus ardu dans une petite ville comme Oak Ridge, où une femme célibataire adoptant une enfant était presque inconcevable, mais Béatrice était respectée, influente et surtout déterminée à me donner un foyer. Les premières semaines furent un mélange de soulagement et de terreur. Chaque nuit, je me réveillais en hurlant, convaincue que Vance était revenu, que Clara frappait à la porte, hurlant ses menaces. Béatrice ne perdait jamais patience. Elle s'asseyait à côté de moi, tenant ma main jusqu'à ce que mes tremblements cessent, me racontant des histoires de son enfance en France, des champs de lavande et des marchés animés, jusqu'à ce que je me rendorme. Mais le jour, les fantômes ne me lâchaient pas. J'avais peur de sortir, peur des regards, peur qu'on sache ce qui m'était arrivé. La honte, ce manteau lourd que je portais malgré moi, me faisait me sentir comme une paria, comme si j'étais marquée par mon passé. À l'école, les choses empirèrent avec l'arrivée d'une nouvelle élève, Margaret, une fille au sourire cruel et à la langue acérée, qui semblait prendre un plaisir sadique à me tourmenter. Elle avait entendu les ragots sur mon histoire, déformée par la machine à rumeurs d'Oak Ridge, et elle en fit son arme. Alors, Hélène, c'est vrai que ta mère t'a vendu à un homme, lança-t-elle un jour à la récréation, assez fort pour que tout le monde l'entende. Les autres enfants riaient. Certains me regardaient avec pitié, d'autres disaient avec dégoût. Tu devais le mériter. Non, une fille comme toi, ça attire les ennuis, ajouta-t-elle. Ces mots comme des lames. Cette accusation, cette cruauté gratuite d'une enfant qui ne connaissait rien de ma douleur, ralluma une fureur que je croyais avoir enfouie. Je voulais la frapper, hurler, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'avais enduré. Mais je me contentais de serrer les poings, les larmes brûlant mes yeux, et m'éloignais, le cœur battant d'une rage impotente. Pourquoi devais-je être jugée pour les crimes des autres? Pourquoi cette fille, à peine plus âgée que moi, pouvait-elle me réduire à une victime, à un objet de moquerie, sans conséquence? Béatrice, voyant mon désespoir,
engagea une professeure particulière, Mademoiselle Hannah, une femme douce aux yeux pleins de compassion, pour m'enseigner à la maison. Anna ne me traitait pas comme une pauvre petite chose, mais comme une élève normale, me poussant à lire, à écrire, à résoudre des problèmes mathématiques avec une patience infinie. « Tu as une lumière en toi, Hélène », me disait-elle quand je réussissais un exercice difficile. Ces mots, simples mais sincères, étaient comme un baume sur mes blessures. Béatrice, de son côté, m'apprit à jardiner, comme mon père l'avait fait, plonger mes mains dans la terre, voir une graine devenir une fleur, me donnait un sentiment de contrôle, de création, dans un monde qui m'avait si souvent brisé. Les plantes, Hélène, sont comme les gens, me disait-elle, faisant écho à mon père sans le savoir. Certaines ont besoin de plus de soleil, d'autres d'ombre, mais toutes ont besoin d'amour. Ces moments où je pouvais créer quelque chose de beau, apaisaient ma colère, mais ne l'éteignaient pas. Je pensais à Margaret, à ses rires cruels, à Clara, à Vance, à tous ceux qui m'avaient fait du mal, et je me jurais de ne pas les laisser définir qui j'étais. Un an après mon arrivée chez Béatrice, le juge m'accorda officiellement à sa garde. « Tu es ma fille, maintenant, devant la loi comme dans mon cœur », me dit-elle, un sourire radieux illuminant son visage ridé. Je pleurais, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de joie, de gratitude. Pourtant, même dans ce moment de victoire, la colère persistait. J'appris que Clara avait été internée dans un hôpital psychiatrique à Atlanta, diagnostiquée avec des troubles mentaux graves, schizophrénie, bipolarité, des mots que je ne comprenais pas encore. Vance, lui, avait disparu, probablement enfui dans une autre ville, échappant à la justice. Cette injustice, le fait qu'un homme qui m'avait volé mon innocence puisse marcher librement, me rendait folle de rage. Pourquoi le monde laissait-il des monstres comme lui s'en tirer? Pourquoi n'y avait-il pas de justice pour des enfants comme moi? Ces questions me hantaient, alimentant un feu intérieur que je canalisais dans mes études, dans mon désir de devenir quelqu'un, de prouver que j'étais plus forte que tous. À 11 ans, je décidai de retourner à l'école, déterminée à ne plus me cacher. Béatrice m'encouragea, bien qu'inquiète. « Es-tu sûre, ma chérie? »« Les gens peuvent être cruels, » me dit-elle. « Je le sais, » répondis-je, avec une fermeté qui nous surprit toutes les deux, mais je ne veux plus avoir peur. Mon retour fut un enfer. Margaret était toujours là, plus venimeuse que jamais. Elle avait formé un petit groupe d'élèves qui me suivaient, chuchotant des horreurs sur mon passé. Un jour, elle alla trop loin. Pendant la récréation, elle me coinça près du mur de la cour, un sourire narquois aux lèvres. « Tu sais, Hélène, j'ai entendu dire que tu aimais ce que cet homme te faisait. C'est pour ça que ta mère t'a laissé avec lui. » Non, ces mots, cette accusation ignoble, firent exploser quelque chose en moi. Ma rage, contenue depuis trop longtemps, déferla comme une tempête. Je la poussai violemment, criant « Tu ne sais rien, tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. » Les autres enfants reculèrent, choqués, tandis que Margaret, surprise, trébucha et tomba. Une institutrice, Mademoiselle Teresa, intervint avant que la situation ne dégénère. Elle me prit à part, non pour me punir, mais pour m'écouter. « Hélène, je sais que c'est dur, » dit-elle doucement, « mais tu es plus forte que leurs mots. Ne les laisse pas gagner. » Ces paroles, pleines de compassion, apaisèrent ma fureur, mais ne l'éteignirent pas. Je haïssais Margaret, je haïssais les regards, les murmures. Cette ville qui me jugeait sans me connaître. Malgré tout, je trouvais une alliée inattendue, Lucy, une fille aux tresses serrées et au rire facile, qui devint ma première véritable amie. Elle s'assit à côté de moi un jour, partageant son sandwich sans poser de questions. Parlant de tout et de rien comme si j'étais juste Hélène, pas la fille de l'histoire tragique. Avec elle, je réappris à rire, à jouer, à être une enfant, mais même avec Lucy. La colère restait là, tapie, prête à ressurgir à chaque souvenir de Clara, de Vance,
de Margaret. Les années passèrent, et je terminai l'école primaire, puis entrai au collège, rêvant de devenir enseignante comme Mademoiselle Hannah et Mademoiselle Teresa. Je voulais faire une différence, donner aux autres enfants ce que Béatrice m'avait offert une chance de guérir, de grandir au-delà de leurs blessures. Mais à 15 ans, un nouveau coup me frappa. Béatrice tomba malade. Ce qui semblait être de simples douleurs articulaires se révéla être un cancer avancé. Le médecin lui donna quelques mois à vivre. Cette nouvelle raviva ma colère contre le destin. Pourquoi devais-je perdre une autre personne qui m'aimait, qui m'avait sauvée? Pourquoi la vie était-elle si cruelle? Je mis mes études en pause pour m'occuper de Béatrice, comme elle l'avait fait pour moi. Je lui lisais des livres quand ses yeux étaient trop fatigués. Brossais ses cheveux blancs qui tombaient peu à peu, tenais sa main lors des nuits où la douleur l'empêchait de dormir. Dans ces derniers jours, elle me fit promettre quelque chose. « Hélène », murmura-t-elle. Sa voix faible, mais ses yeux toujours pleins de lumière. « Promets-moi que tu ne laisseras pas ton passé définir qui tu es. Promets-moi que tu vivras, que tu aimeras, que tu suivras tes rêves. Et surtout, souviens-toi que tu es plus forte que tous les monstres qui ont essayé de te briser. » Je promis, les larmes brouillant ma vue, et 3 jours plus tard, Béatrice s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Sa perte me déchira, mais elle me laissa aussi en héritage sa maison, ses économies, et surtout son amour, sa force, sa résilience. Béatrice avait tout prévu. Sa nièce, Laura, une jeune femme douce vivant à Atlanta, devint ma tutrice. Laura me donna le choix à rester à Oak Ridge, dans la maison de Béatrice, ou partir avec elle à Atlanta, où j'aurais plus d'opportunités. Malgré la peur, je choisis Atlanta, poussée par cette force que Béatrice avait vue en moi. À 16 ans, je quittai Oak Ridge, laissant derrière moi Lucy, qui pleura en me disant au revoir, et la maison où j'avais trouvé refuge. Atlanta était un monde nouveau, bruyant, impersonnel, effrayant. Mais Laura, patiente et aimante, m'aida à m'adapter. J'entrai dans une bonne école grâce à l'héritage de Béatrice, me plongeant dans mes études avec une détermination farouche. Je travaillais aussi à mi-temps dans un café tenu par un couple italien. Les Rossi, Madame Maria, avec sa chaleur maternelle, me rappelait Béatrice, tandis que M. Alberto, bourru mais au grand cœur, m'encourageait. « Tu as un don, petite », disait-il quand je servais des clients avec un sourire. Malgré la douleur enfouie en moi, ce travail, cette indépendance, me donnait un sentiment de contrôle, mais la colère contre mon passé ne me quittait pas. À 18 ans, je passais l'examen d'entrée pour l'école normale, déterminée à devenir enseignante. Je réussis haut la main, à la fierté de Laura. Mais un événement vint rallumer ma rage comme jamais. Un jour, en lisant le journal au café, je tombai sur un article qui me glaça le sang. Monsieur Vance avait été arrêté dans une ville voisine, mais libéré après seulement 5 ans de prison pour bonne conduite. L'article mentionnait qu'il s'était vanté de ses crimes, riant de n'avoir jamais été pleinement puni. Cette nouvelle fut comme un coup de poignard. 5 ans pour avoir détruit ma vie. Pour avoir volé mon innocence, la rage qui m'envahit était si intense que je renversais ma tasse de café. Ignorant les regards des clients, comment la justice pouvait-elle être si aveugle? Comment cet homme, ce monstre, pouvait-il marcher librement, se moquer de ses victimes, tandis que je portais encore ces marques dans mon âme? Je rentrais chez Laura ce soir-là, tremblante de fureur, jurant que je transformerais cette colère en quelque chose de plus grand, quelque chose qui donnerait un sens à ma douleur. À 19 ans, je terminais mes études et commençais à enseigner dans une école de la périphérie d'Atlanta, auprès d'enfants pauvres, dont beaucoup portaient des blessures semblables aux miennes. Je voyais mon reflet dans leurs regards effrayés, dans leur silence, dans leur colère contenue. C'est là que je trouvais ma vocation non seulement enseigner, mais être un refuge, une lumière, comme Béatrice l'avait été pour moi. À l'école, je rencontrai Daniel.
un professeur d'éducation physique, un homme doux, drôle, fort sans être intimidant. Notre amitié grandit lentement, faite de cafés partagés, de livres échangés, de rires simples. Quand je réalisais que je tombais amoureuse, la peur me paralysa. Les souvenirs de Vance, de sa brutalité, revenaient en force, me faisant douter de ma capacité à aimer, à faire confiance. Mais je pensais à la promesse faite à Béatrice, et un jour, sur un banc dans un parc, sous une pluie de feuilles d'automne, je racontais tout à Daniel mon père, Clara, Vance, les abus, Béatrice, ma reconstruction. Il m'écouta sans m'interrompre, puis prit ma main, la baisa doucement. « Merci de me faire confiance. Hélène, dit-il, les yeux humides, ton histoire ne me fait pas peur. Elle me fait admirer encore plus. À cet instant, quelque chose en moi guérit. Pas complètement, mais assez pour me permettre d'avancer. À 21 ans, j'épousai Daniel dans une cérémonie simple, entourée de Laura, des Rossi et de la famille de Daniel, qui m'accueillit comme une fille. À l'hôtel, je pensais à mon père, à Béatrice et même à Clara, non avec haine, mais avec une tristesse pour ce qui aurait pu être. À 23 ans, je donnais naissance à notre première fille, Béatrice. En hommage à la femme qui m'avait sauvée, tenir ce petit être dans mes bras, sentir sa chaleur, fut comme refermer un cercle. Je jurais qu'elle ne connaîtrait jamais la douleur que j'avais endurée, qu'elle grandirait dans l'amour et la sécurité. 2 ans plus tard, naquit Thomas, nommé d'après mon père. Daniel était le père dont j'avais rêvé pour mes enfants présents, aimant, jamais cruel. Mais la vie n'était pas toujours facile. Nous affrontâmes des difficultés financières, des problèmes de santé, mais toujours ensemble, comme des partenaires, des amis, des amants. À 30 ans, avec le soutien de Daniel et une partie de l'héritage de Béatrice, j'ouvris un centre pour les enfants victimes d'abus, que j'appelais l'Espoir de Béatrice. C'était un lieu d'accueil où nous offrions thérapie, soutien scolaire, mais surtout amour et espoir. Dans le jardin d'entrée, je plantais les mêmes roses que mon père soignait avec tant d'amour. Chaque enfant qui passait par ces portes emportait un peu de moi, un peu de mon père, un peu de Béatrice. Chaque sourire retrouvé, chaque cauchemar surmonté, était une victoire, non seulement pour eux, mais pour moi. Mais ma colère refit surface quand j'appris, des années plus tard, que Vance vivait à nouveau librement, se vantant toujours de ses actes dans une taverne d'une ville lointaine. Cette nouvelle raviva une rage si intense que je crus perdre tout contrôle. Comment pouvait-il? Comment osait-il rire de mon douleur, de celle de tant d'autres? Mais au lieu de me laisser consumer, je canalisais cette fureur dans l'espoir de Béatrice, l'agrandissant, accueillant plus d'enfants, prouvant que son mal ne me définirait jamais. Les années passèrent. Béatrice, ma fille, devint avocate, défendant les droits des enfants. Thomas devint pédiatre, spécialisé dans les enfants traumatisés. Daniel et moi vieillîmes ensemble, notre amour devenant plus profond, plus riche. Quand il mourut d'un AVC à 70 ans, la douleur fut immense, mais j'avais appris que la souffrance ne me briserait pas. Je continuais à diriger l'espoir de Béatrice, avec l'aide de mes enfants et petits-enfants. À 87 ans, je regarde en arrière et vois non seulement la douleur, mais la résilience, l'amour, les victoires. Je porte des cicatrices, oui, mais elles sont des médailles d'une guerre que j'ai gagnée, ma colère. Autrefois, un feu destructeur est devenu une force, une flamme qui éclaire le chemin des autres. Je suis Mamie Hélène, et mon histoire n'est pas celle d'une victime, mais d'une victoire, d'une reconstruction, d'un espoir indomptable. L'histoire d'Helen Carter, ou Mamie Hélène, est une épopée de douleur, de résilience et de rédemption qui touche profondément le cœur et l'âme. À travers les 3 chapitres de sa vie, marquée par une enfance brisée par l'abus, une évasion désespérée et une reconstruction héroïque,
Hélène incarne une force humaine qui transcende les épreuves les plus cruelles. En tant que Français, où la littérature et le cinéma nous ont souvent appris à contempler les complexités de l'âme humaine, cette histoire résonne avec une intensité particulière. Elle nous rappelle les valeurs de compassion, de justice et de solidarité chères à notre culture, tout en nous confrontant à la dure réalité des injustices qui persistent dans le monde. Voici mes réflexions sur cette histoire, suivies des leçons que nous pouvons en tirer et appliquer dans nos vies, dans un esprit d'introspection et de responsabilité sociale qui caractérise la pensée française. L'histoire d'Hélène Carter est d'abord une plongée dans l'abîme de la souffrance. Dès le premier chapitre, la perte de son père, Thomas, un homme aimant et jardinier dévoué, m'a bouleversée, la tendresse de leur lien. Ces moments simples où il lui apprenait le langage des plantes ou transformait ses peurs en jeu, contrastent brutalement avec la cruauté de sa mère, Clara, et l'horreur infligée par M. Vance, cette trahison d'une mère, censée être le premier rempart de protection, est insupportable. En France, où la famille est une institution sacrée, l'idée qu'une mère puisse non seulement négliger, mais livrer son enfant à un prédateur, suscite une indignation viscérale. Les détails, comme Clara vendant le médaillon de Thomas ou riant de la douleur d'Hélène, m'ont rempli d'une colère profonde, un sentiment partagé par tout spectateur sensible à l'injustice. Le deuxième chapitre intensifie cette rage avec l'escalade des abus et l'impuissance d'Hélène face à un monde qui semble l'abandonner. L'épisode où Clara et Vance brûlent les souvenirs de son père, réduisant en cendres le peu qu'il lui restait de lui, est un acte de cruauté d'une telle bassesse qu'il est difficile de rester impassible. La complicité de Madame Lila, cette voisine venimeuse qui se réjouit du malheur d'Hélène, ajoute une couche d'indignation, en France, où la communauté est souvent vue comme un réseau de soutien. La trahison de Lila rappelle que la méchanceté peut se cacher même dans les cercles les plus proches. Mais c'est l'intervention de Tommy, ce garçon battu pour avoir voulu aider, qui m'a le plus marqué. Son courage, brisé par la violence de son propre père, reflète une vérité universelle. Ceux qui osent défier l'injustice sont souvent les premiers à en payer le prix. Ce paradoxe m'a poussé à réfléchir à notre propre rôle face aux injustices que nous voyons autour de nous. Le troisième chapitre, bien que porteur d'espoir, ne dissipe pas entièrement la colère. La résilience d'Hélène, sa capacité à se reconstruire grâce à Béatrice, à devenir enseignante et à fonder l'espoir de Béatrice, est inspirante. Pourtant, la révélation que Vance, son bourreau, a été libéré après seulement 5 ans et se vante de ses crimes, rallume une fureur légitime, en France, où le système judiciaire est souvent scruté pour sa capacité à rendre justice aux victimes. Cette impunité est un scandale. Hélène transforme cette colère en action, canalisant sa douleur dans une mission pour aider d'autres enfants. Cette transformation m'a émue, car elle incarne une valeur française chère, la capacité à transcender la souffrance par un engagement altruiste, comme le faisaient des figures comme Simone Veil, qui a surmonté ses propres épreuves pour défendre les droits des autres. Leçons à tirer et applications dans la vie. 1. La résilience face à l'adversité. L'histoire d'Hélène nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une force intérieure pour avancer. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jean Moulin, qui ont résisté contre toute attente, cette leçon résonne dans nos vies. Nous pouvons appliquer cela en refusant de nous laisser définir par nos échecs ou nos blessures. Que ce soit face à une perte personnelle, un échec professionnel ou une injustice, nous devons chercher cette étincelle d'espoir, comme Hélène l'a fait avec Béatrice, pour rebâtir. 2. Le pouvoir de la compassion. Béatrice. Hannah et Laura ont été les piliers qui ont permis à Hélène de se relever. Leur compassion désintéressée montre que l'amour et le soutien
peuvent guérir des blessures profondes. En France, où la solidarité est une valeur forte, incarnée par des initiatives comme les Restos du Cœur, nous pouvons nous inspirer pour tendre la main à ceux qui souffrent autour de nous. Cela peut être aussi simple qu'écouter un ami en détresse, aider un voisin ou s'engager dans une association caritative. 3. Transformer la colère en action positive. La rage d'Hélène contre l'injustice ne l'a pas consumée. Elle l'a utilisée pour créer l'espoir de Béatrice. En France, où les mouvements sociaux ont souvent transformé l'indignation en changement. Comme lors des manifestations pour les droits des femmes, nous pouvons apprendre à canaliser notre colère contre les injustices, qu'il s'agisse de discrimination, d'inégalité ou d'abus, en actions concrètes, comme militer, écrire ou soutenir des causes justes. 4. Ne jamais sous-estimer l'impact d'une communauté. La cruauté de Lila et la passivité de certains voisins contrastent-elles avec la bonté de Béatrice et Hannah? Cela nous rappelle que nos actions, même petites, ont un impact. En France, où les liens communautaires sont valorisés, nous pouvons choisir d'être des Béatrice plutôt que des Lila, offrir un mot gentil, signaler une injustice ou simplement refuser de participer au ragot qui blesse. Pardon. Si l'histoire d'Hélène vous a touché, si sa résilience et son courage vous inspirent, montrez-le, cliquez sur « J'aime » pour honorer sa force. Partagez cette vidéo pour que son message d'espoir atteigne d'autres cœurs. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui changent des vies. Laissez un commentaire avec le mot « espoir » pour montrer que vous croyez en la puissance de la rédemption et de la solidarité. Ensemble, faisons entendre la voix d'Hélène et de tous ceux qui se battent pour surmonter l'adversité.